Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 13 juin. Au sommaire aujourd'hui, passage de flambeau entre l'ancien et le nouveau directeur du groupement hospitalier de l'Ouest lémanique. Ensuite, on prendra de la vitesse avec deux manifestations qui auront lieu ce week-end. Tout d'abord, la rétro-moto de Saint-Cergue, mais aussi l'US Car Coinsin. Enfin, on terminera en musique avec la traditionnelle fête de la musique. De ton côté, Alexandre, où es-tu? Que fais-tu en ce lundi matin? Salut Andrea, eh bien je suis au milieu des chevaux, je suis au cercle hippique de la côte à Signy, puisque tu vas le voir derrière moi, sur ce terrain, ici aura lieu tout le week-end le traditionnel concours annuel du cercle hippique La Côte. Donc il y aura des obstacles et plein d'autres choses, des chevaux en course du 17 au 19 juin. Et donc on va savoir comment les organisateurs se préparent. Alors tu vois, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui sont montés, mais tout va bon train jusqu'à ce week-end. Et puis surtout, savoir comment est-ce qu'ils vont s'adapter aux fortes chaleurs qui sont prévues pour ce week-end avec les courses de chevaux. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. En actu, je vous le disais, passage de flambeau sur notre plateau. Après 2 mois de travail en tandem, Étienne Callot débute officiellement sa nouvelle fonction de directeur général du GOL le 1er juillet, après son prédécesseur Daniel Walsh, à la tête du groupement hospitalier de l'Ouest lémanique depuis 30 ans. Messieurs, Daniel Walsh, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Étienne Callot, bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Alors, comment s'est déroulé déjà ce travail en tandem? Daniel Walsh, je vous cède déjà la parole. À vous en premier. Alors, très sereinement et parfaitement bien. Je dois dire qu'on a une communication qui est excellente et je suis très confiant pour le GOL dans le futur, sachant les compétences de mon collègue Étienne Callot. Oui, Étienne Callot, on va revenir sur ses compétences d'ici quelques instants, mais c'est vrai que pour revenir sur ce premier jour pour vous, comment ça s'est passé? C'est un univers que vous connaissez forcément, puisque vous êtes aussi ancien directeur, notamment dans le Valais. Mais après ce premier jour, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit que c'était conforme à mes attentes, parce que durant le processus de recrutement, j'ai eu la possibilité de rencontrer à diverses reprises David Walsh, le président du conseil d'administration Frédéric Magny, et j'ai bien pris le temps de me faire une idée de là où j'allais atterrir avant de me décider. Donc c'était conforme à mes attentes. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait eu 69 dossiers, vous nous aviez dit, Monsieur Walsh, 7 belles candidatures dans ce que vous appeliez la shortlist. Qu'est-ce qui a fait la différence pour ce candidat qui est Monsieur Callot? Alors, Étienne Callot réunissait toutes les qualités qu'on recherchait. Il a une personnalité entrepreneuriale. Il a un grand savoir-faire à la fois en tant que directeur de grandes entreprises et en matière de gestion hospitalière. Et puis on partage des valeurs qui sont essentielles au secteur parapublic, d'humanité et puis de respect de l'autre. Et tout ça a été parfaitement réuni dans sa candidature et puis il est sorti en première position. Alors on va revenir sur ce CV, si vous permettez. Vous êtes fils de vigneron, vous avez grandi en Valais, dans le village de Miège. Vous êtes ingénieur électricien, diplômé de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Plusieurs diplômes, des MBA des universités, notamment de Berne et de Rochester à New York. Par la suite, vous avez également fait des formations en gestion de la qualité et en gestion hospitalière. Vous rejoignez donc le monde hospitalier en 2016 à la direction du centre hospitalier du Valais. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce milieu-là? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est être au service d'une population, parce que gérer un hôpital public, un hôpital général, c'est être au service d'une population. Il y a l'aspect entrepreneuriat et service public qui est partagé, qu'on a peut-être moins directement dans le privé. Et puis dans le cas du GOL, ce qui m'a fortement intéressé, c'est cet aspect chemin de décision très court et dynamisme. Oui, c'est un travail qui a été fait notamment par votre successeur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous arrivez quelque part dans une situation idéale. De nombreux travaux ont été effectués, ont eu lieu. Aujourd'hui, c'est des locaux qui sont neufs, une situation aussi financière qui est idéale puisque les chiffres sont dans le noir. Quels seront selon vous les prochains enjeux importants pour ce GOL? Alors effectivement, la situation est très bonne. On a un magnifique outil. Ceci dit, les défis ne vont pas manquer tant pour le GOL que pour les autres hôpitaux. Mais je citerai s'il faut parler de pierre, encore le bloc opératoire et la stérilisation qui reste à réaliser. Et puis
Il y a la planification hospitalière vaudoise qui arrive, des négociations assez serrées actuellement sur tout ce qui est prise en charge des patients privés. Donc tout ça, c'est des challenges qui se profilent pour le GOL et les autres hôpitaux. Oui, Monsieur Walsh, c'est justement des challenges qui sont aujourd'hui répertoriés, notamment dans ce rapport annuel 2022 qu'on vient de recevoir. Il est encore tout chaud, mais c'est vrai que c'est des challenges que vous citez, notamment 5 grands enjeux pour l'avenir, et peut-être un regret, celui de ne pas avoir pu suivre notamment la transformation de ce côté des pas hospitaliers, mais du côté, ah zut, le nom m'échappe, mais des urgences, voilà. Oui, donc on a passé le cap des 30 000 urgences l'année passée, donc on va probablement terminer à 33 000 ou 35 000 urgences en 2022. Donc les urgences doivent grandir et on est en train de réfléchir à leur réorganisation. Donc on va certainement créer ce qu'on appelle une voie rapide pour accueillir les personnes qui ont des problèmes de santé moins graves, pour qu'ils puissent être traités plus rapidement et séparer les circuits entre les urgences plus graves et les urgences plus légères. On va renforcer les équipes, donc on a prévu d'augmenter nos équipes, entre autres médicales. Et tout ça, c'est mon successeur qui va le mettre en place cet automne et cet hiver. Ouais. Donc c'est pour tout bientôt. Qu'est-ce qui vous manquera le plus ? Mon équipe. Je suis très serein pour le GOL, parce que comme vous l'avez dit, les bâtiments sont superbes, on a un excellent directeur qui se profile, les comptes sont sains. Mais c'est clair que d'être directeur, c'est aussi de vivre avec une équipe à laquelle vous tenez beaucoup. Et puis ça me manquera, oui, certainement. Ouais, après plus de 30 années d'expérience aussi, après avoir vécu 29 années au sein de cet établissement, est-ce qu'il y a un souvenir qui aujourd'hui vous reste en mémoire et qui vous marque ? Je sais que c'est toujours un peu la question où il faut aller chercher dans sa mémoire, mais est-ce qu'il y en a un qui vous marque et qui vous est resté ? Oh, alors j'en ai tellement, parce que quand on est directeur d'hôpital, on a des tas d'occasions de faire du bien. On a finalement pas mal de pouvoir, on tient pas mal de manettes et on peut aider des personnes qui sont en détresse. Et puis ces personnes se retrouvent et se concentrent à l'hôpital. Donc j'ai des tas de très très beaux souvenirs. Dans le rapport annuel, je parlais d'une plainte d'un patient aveugle qui s'était adressé aux urgences de l'hôpital. Ça ne s'était pas passé comme il faut pour un patient aveugle. Il était venu me faire ses observations. On s'est revus, on se comprend, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis on a décidé de faire de l'hôpital de Nyon un hôpital exemplaire pour les malvoyants et les aveugles. Et donc on a démarré une démarche ensemble. C'est un très joli souvenir. C'est celui que je note dans le rapport annuel, mais j'en ai tout plein d'autres. Ouais, on dit de vous que vous êtes peut-être l'homme qui a le plus révolutionné ou métamorphosé l'hôpital de Nyon en tant que bâtisseur et visionnaire, mais aussi puisque vous avez suivi toutes ces transformations de l'hôpital. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le rétro, vous dites quoi ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu, souhaiter faire différemment, ou qu'est-ce qui vous reste de ces années-là ? Pendant plusieurs années, j'avais rêvé de reconstruire complètement l'hôpital de Nyon. Et ça n'a pas été possible pour des motifs d'organisation, de stratégie politique. Et finalement, on a construit des nouveaux bâtiments tout autour de l'ancien bâtiment. Et aujourd'hui, on a un ancien bâtiment de 1938 qui est encerclé de nouveaux bâtiments, comme vous le savez. C'était ce qu'il y avait de plus juste à faire à toutes les étapes de vie de l'hôpital. Mais c'est vrai que quand j'ai pris mon poste en 1993, mon idée, c'était de reconstruire complètement l'hôpital de Nyon. Et ça, on n'a pas pu le faire. Mais les choses ont évolué différemment et puis c'est très bien comme c'est aujourd'hui. Et enfin, si vous aviez un conseil le plus important à donner à votre successeur, même s'il n'a finalement rien à apprendre, vu qu'on a cité cette carrière qui est importante dans le milieu médical, mais qu'est-ce que vous lui diriez ? De trouver le temps d'aller sur le terrain. Moi, j'ai été débordé par les dossiers, il le sera aussi. Mais d'essayer de trouver du temps précieux pour aller se promener dans les services et discuter avec les infirmières, avec les médecins, avec les employés de tous les services. Ouais. Étienne Callot, ça serait peut-être aussi un défi, puisque vous venez du Valais, c'est finalement 2 cantons qui sont différents. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous réjouissez aussi, notamment dans peut-être la différence culturelle ? Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y aura des différences culturelles significatives, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette rapidité de décision, ce dynamisme qu'il y a au GOL. À l'hôpital du Valais, il y a énormément de choses qu'on faisait très très bien.
Daniel Walsh a parlé de son équipe. Moi, si j'ai un regret, c'est aussi quand on quitte un job, c'est de perdre son équipe, les gens en qui on avait confiance. On en retrouve d'autres. Mais vraiment, cet aspect d'inertie dans une beaucoup plus grande institution qui était l'hôpital du Valais, ça pose des difficultés, oui. Ouais. Étienne Callot, Daniel Walsh, merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous. Très bonne suite à vous et à très bientôt peut-être. Bonne Merci, journée. merci de votre invitation. Bonne Avec journée. plaisir. Alexandre, on retourne à toi. Alors dis-nous tout sur ce concours hippique. Oui, eh bien Andrea, je suis en compagnie de Marion Zuber. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de ce concours hippique qui va avoir lieu ici à Signy tout le week-end. Alors, pour l'instant, on voit un terrain plutôt vierge. Les obstacles vont s'installer peu à peu. On a quand même installé un obstacle pour NRTV, voilà, pour avoir quand même un visuel et se rendre compte de ce qui va se passer ce week-end. Alors, dites-nous, Marion, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? C'est quoi ce concours hippique? Alors, le concours hippique, c'est un concours de saut qui va se dérouler donc sur 3 jours avec diverses épreuves, différentes catégories. Alors, comme vous l'avez dit, on n'a qu'un saut pour le moment, mais voilà, d'ici jeudi et fin du week-end, il y aura 10, 15, 20 sauts sur le terrain en tout cas. Et combien de chevaux, combien de cavaliers? Alors, on attend à peu près 300 départs, 300 à 350 départs sur le week-end. Ouais. Certains cavaliers montent en 2 chevaux, donc voilà, c'est un petit peu ce D'accord. qu'on aimerait obtenir. Et qui participe à ce concours? C'est des professionnels, des amateurs? Alors, il y a des épreuves qui sont peut-être plus destinées aux professionnels avec les jeunes chevaux et puis des RN 120, 125 pour les connaisseurs. Et sur le week-end, alors c'est beaucoup d'amateurs ou des semi-professionnels, je dirais. Ouais. Vous-même, vous montez ou pas? Non, je monte malheureusement plus. D'accord. Mais vous regarderez les autres, effectivement. Exactement, je regarderai puis on sera actifs tout le week-end. Il y aura combien d'épreuves, justement, sur tout le week-end? On est à 17 épreuves. 17 épreuves. Oui. D'accord. Donc, il y a du saut traditionnel comme on le voit. Il y a quoi d'autre? Alors, on reste dans le saut ce week-end. On n'arrive pas à conjuguer toutes les disciplines sur le même terrain. Mais oui, et puis le parc Chevalin, c'est vrai, est limité aussi. Voilà, exactement. Mais ça a du saut avec des hauteurs différentes, des variétés d'épreuves différentes. On a par exemple les derbies le dimanche, donc c'est des obstacles fixes, obstacles tombants. Ça rejoint un petit peu le cross. Ouais. On a une épreuve par équipe, américaine, relais. C'est disons, une épreuve très festive, qui met beaucoup d'ambiance. Et puis, voilà, des épreuves classiques. En parlant de festif, justement, qui c'est qui peut assister, en fait, à ce concours? Alors, tout le monde, c'est ouvert à tout public. L'entrée est libre. Donc, il y a une cantine où on peut se restaurer. Donc, c'est vraiment ouvert à tous pour que les gens puissent venir se rendre compte de ce qu'est notre sport. Ouais, on est à J-5. Vous en êtes où, justement, dans les préparatifs? Alors là, on ne voit pas trop de saut monter, je le disais, mais comment est-ce que vous vous préparez à ce week-end? Alors, ce week-end, c'est beaucoup de travail en amont. C'est organiser des sponsors, organiser la cantine, organiser les infrastructures. Et puis, à partir de mercredi, alors il y a les tentes, il y a les stands qui s'installent, les obstacles naturels, on commence à les mettre jeudi, vendredi, pour que vendredi matin, tout soit prêt. Ouais, il y a une particularité quand même qui vient de rentrer en compte, c'est que vous avez regardé la météo, il prévoit très chaud ce week-end, canicule. Comment est-ce que vous vous adaptez pour un concours hippique avec notamment des chevaux qui n'aiment pas beaucoup les fortes chaleurs? Alors ça, c'est un grand défi parce que terrain en herbe, on doit l'arroser. Donc l'arrosage est prévu là, ces prochains jours, un arrosage intense. Et puis on pense aussi peut-être adapter un petit peu les horaires de départ pour des plus grosses épreuves. Commencer un petit peu plus tôt le matin pour éviter les canicules la mi-journée. Mais tout ça, c'est encore à discuter avec le président du jury et les constructeurs. Mais voilà, à quel point est-ce que ça gêne les chevaux, justement? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y en aurait certains qui ne voudraient pas sauter, tout simplement, parce qu'il ferait trop chaud? Je ne pense pas sauter, mais c'est l'effort, il fait chaud, donc les motiver pour l'effort aussi, avoir un terrain donc, qui tienne, qui ne soit pas trop dur pour le bien-être des gens, surtout des chevaux. Il y a une particularité parce que c'est un terrain en herbe aussi, qu'est-ce que ça change? Alors, ça change qu'il y a plus d'entretien, il faut tondre, il faut l'arroser, contrairement au sable où on a plus ou moins toute l'année les mêmes conditions. On peut maintenir les mêmes conditions, donc ça, c'est un vrai défi pour nous. Et puis, le garder bien vert, surtout. Ouais. Bon, on vous souhaite que tout soit maîtrisé et puis qu'il y ait du public, du coup, ce week-end du 17 au 19 juin, ici, pour ce concours hippique du Cercle hippique de la Côte. Marion Zuber, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, plein succès à vous. Merci. Très bon week-end. Merci.
Ben voilà, Andrea. Bon, alors, je ne vais pas sauter ce saut. On n'a pas de chevaux à disposition. Je suis désolé. On peut rien faire de plus. Ouais, parce qu'on rêve de revoir une séquence, hein. Par exemple, Monsieur Méli sur son pas poney, hein, sur son lama, mais toi, on te rêverait de voir sur un poney ou un cheval. Ça ferait, je suis sûre, ravir nos téléspectateurs. Il y va, il y va. Ah non, c'était timide. Bon, encore un peu d'exercice. Allez, bonne journée. Il est fou, il est fou. Bonne journée, Alexandre. Allez, on reste dans la vitesse. Attachez vos ceintures et faites tourner les moteurs. Ce week-end, 2 manifestations raviront les amateurs de véhicules. Tout d'abord, à Saint-Cergue, rendez-vous pour la traditionnelle rétro-moto le samedi 18 juin. Et puis, à Coinsin, la 2e édition du S-Car Coinsin aura lieu les 18 et 19 juin. Roger Kéline, bonjour. Vous êtes le président de Rétro-Moto International de Saint-Cergue. Avec nous également Grégory Menou. Vous êtes vice-président du S-Car Coinsin. Merci, messieurs, d'être avec nous. Alors, on va parler voiture, on va parler bolide, on va parler moto. Roger, déjà, expliquez-nous quel est le but de votre manifestation. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est une manifestation qui est une démonstration, en fait, de motos anciennes et de motos exceptionnelles qui sont des motos qui ont été des motos de course, utilisées pour faire des courses, relativement il y a peu de temps. Donc, en fait, ça existe. La première édition a été faite en 1901. On en est à la 11e. Et là, on a recommencé, une équipe a remis ça sur pied en 2002. Et maintenant, on est à la 11e édition qui a lieu normalement tous les 2 ans, quand il n'y a pas un petit virus qui traîne entre deux. Ouais, on l'aime pas trop celui-là. Hein. Exactement. Bon. On va passer du côté de Coinsin. 2e édition pour vous. Alors évidemment, le rêve à l'américaine. On met en avant ces grosses voitures. Mais c'est quoi le but? Le but, c'est simplement déjà de faire plaisir aux gens qui ont des véhicules américains, que ce soit moto, voiture, camion. On aura pas mal de belles choses cette année. Et puis, le but, c'est simplement de faire plaisir à un nombre de personnes qui profitent un petit peu de cette journée et puis, comme vous dites, du rêve américain tout d'abord, avec voilà, des véhicules, des stands, de la nourriture, aussi ce genre de choses. Ouais, alors justement, quel est... voilà, on est peut-être à fond dans les clichés, mais c'est quoi cette journée du rêve à l'américaine? Quel genre de public est-ce qu'on trouve sur place et à qui est-ce que ça s'adresse? Alors ça s'adresse à tout le monde, tout d'abord, et après le public est vraiment touché de ce genre de gros véhicules, bien évidemment, hein, tout d'abord, hein, avant tout. Et voilà, je crois que tout le monde est le bienvenu, donc de nouveau, c'est vraiment très, 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 très large. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça dans la région, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Ouais, vous-même, justement, quand est-ce que vous êtes tombé dans la marmite, ce rêve à l'américaine? Ok, mais vous étiez déjà fan des Cadillacs, comment ça a commencé? Je crois que comme tout petit garçon, on aime bien les grosses voitures, les gros moteurs, ce qui fait un peu de bruit. Et voilà, c'est vrai que les Américains, pour ça, ils sont très, 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 très forts au niveau de leur voiture et de leur véhicule. Ouais, Roger, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Les Américains sont très, très forts, ok, mais pas que. Comment est-ce qu'on se situe du côté de la rétro-moto de Saint-Cergue? Est-ce que c'est l'Amérique qui a l'honneur ou pas forcément chez les Japonais? Pas forcément. Ouais. Chez nous, c'est plutôt du côté asiatique que ça se passe et du côté européen. Il ne faut pas l'oublier quand même. Entre des grandes marques italiennes, les grandes marques allemandes, il n'y a pas que les Japonais, on va dire comme ça. Mais on se situe, nous, très bien avec vous, parce qu'en fait, on est dans le même état d'esprit. Nous, c'est plaisir. Nous, c'est plaisir des collectionneurs qui viennent faire rouler leurs machines dont ils ont passé des heures et des heures à les entretenir puis à les faire fonctionner. Donc, il y a ça. Et après, il y a encore l'autre aspect, c'est qu'on peut montrer au public des motos plus récentes, mais qui sont exceptionnelles, qu'on n'a en général pas l'occasion de voir, parce que c'est des motos de compétition qui roulent sur des circuits et tout le monde ne va pas. Ouais, compétition, il y a un aspect aussi beaucoup plus compétitif avec des guest stars, des stars qui sont aujourd'hui invités pour cette compétition-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors cette année, on a, comme chaque fois, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a quand même des pilotes qui sont exceptionnels. On a, par exemple, cette fois, je les ai notés pour ne pas me tromper, on a 10 titres de champion du monde quand même. Donc là-dessus, on a notre ami Rolf Bilan et Kurt Waltisberg qui nous font l'amitié de revenir. On a Raymond Roche, qui est un homme qui se fait très rare, aussi champion du monde. Après, on a des pilotes. Alors, si on prend notre liste, on a notre ami Jacques Cornu. Jacques Cornu, les Suisses le connaissent bien. C'est quand même celui qui a inauguré le port du drapeau quand on gagne. C'est quand même pas rien. Christian Saron, qui sera aussi là. Et on a une chance incroyable, c'est que Yamaha a fait une moto exprès
une édition spéciale exprès pour notre manifestation qui sera mise à disposition de Christian Saron. La Ducati que Raymond Roche a utilisée à l'époque, elle sera aussi là. J'entends, on a vraiment beaucoup de chance. Après, on a Loris Baz, qui est un pilote actuel, qui est un garçon de la région, il ne faut pas oublier quand même. Eh ben, il fait quand même des étincelles en superbike. Et c'est pas facile pour lui, sur une nouvelle moto et tout. Le but, c'est aussi de remettre au goût du jour aussi peut-être certaines histoires, certains véhicules, tout comme le fait US Car Coinsin. Roger le disait à un très juste titre, c'est souvent des passionnés qui passent beaucoup de temps sur les véhicules. C'est la même chose pour vous. Est-ce qu'il y a justement des véhicules qui seront particuliers et qui seront montrés lors de cette manifestation? Oui. Alors, c'est vrai que nous, on est sur tout type d'années. Mais après, il y a des très, très belles collections de véhicules dans les années 50-60. L'américaine, tout arrondi, toute customisée aussi. Donc, et puis, bien sûr, des véhicules qui sont entièrement rénovés comme à l'époque, comme si c'était sorti d'usine. Donc, on aura vraiment... Ouais, vraiment, il y a aussi du rétro et du nouveau dans cette manifestation. Ouais, donc on est passé des phares ronds à quelque chose de plus carré, je crois que c'était ça dans l'évolution des véhicules. Mais est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui démodé tout ça, messieurs? On entend beaucoup parler d'écologie. Est-ce que les gros moteurs, les gros calibres, est-ce que finalement c'est pas un peu dépassé? Dépassé, je pense pas. Vous savez, les fans, les passionnés, ils restent passionnés. Ils restent passionnés, donc que ça soit... qu'ils aient une Tesla dans le garage, mais une voiture américaine, ils vont forcément peut-être sortir leur belle américaine pour venir chez nous. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette cohabitation peut être sur la route ou pas avec les autres usagers, avec les usagers peut-être plus écolos, comment ça se passe pour vous, Roger? Pour nous, ça se passe. On n'a pas de souci avec ça, on va dire. Pour l'instant, on ne nous a jamais reproché d'être passionnés de moteurs thermiques. On verra bien que dans l'évolution, peut-être qu'un jour, monteront des motos électriques, pourquoi pas. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on est dans un truc pareil. J'entends, c'est des passionnés. Et eux, ça reste ça. D'abord et avant tout, la belle mécanique, c'est quand même... C'est pas un moteur électrique, hein, quand même. Une américaine électrique, ça fait pas rêver, hein. Ouais, moi quand même, on est d'accord. Je suis d'accord. Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, rendez-vous à Saint-Sergue pour la rétromoto le samedi 18 juin. Et puis, l'US Car Coinsin qui aura, lieu les 18 et 19 juin avec la belle affiche et le drapeau dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. On va passer à la musique, si vous le voulez bien. Ce sera la traditionnelle fête de la musique qui aura lieu ce week-end, le 18 juin. Il fait chaud, il fait beau, on en profite. La manifestation est de retour avec 40 groupes, 200 musiciens et 12 lieux à découvrir à Nyon. Jean-Samuel Guy, bonjour. Vous êtes le président de la Fête de la musique. Un bonheur de vous retrouver. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Oui, tout à fait. Ouais. On ne va pas reparler de cette pandémie. On en a déjà assez parlé, mais ça fait plaisir de retrouver les rues de Nyon. On avait réussi à faire une édition par radio en 2020, un petit peu in extremis dans les conditions qu'on connaissait. Mais là, on est content de pouvoir réinvestir les rues de la ville. Ouais, 12 lieux de la place Saint-Martin en passant par les bars, les rives, le temple de Nyon et puis 5 scènes montées spécialement par l'association en ville de Nyon. Est-ce qu'il y a peut-être des nouveautés outre ces 5 scènes construites pour l'occasion? Oui, tout à fait. Alors, après ces 2 ans, on a voulu reprendre des bases quand même solides, donc on ne s'est pas lancé dans des défis monumentaux, mais on a quand même eu envie d'innover un peu, de discuter avec différents partenaires. Donc, on a le musée romain, en fait, qui rejoint l'organisation de la Fête de la musique, qui nous a demandé, en fait, d'accueillir une scène en son sein. Et c'est vrai que dans la salle principale du musée romain, il y a une acoustique qui est vraiment incroyable. Donc là, on s'est dansé déjà de faire quelques concerts, 3 concerts en acoustique qui se dérouleront donc au musée romain. Avec un lien avec la période romaine ou pas forcément? Non, alors non, en l'occurrence cette année, comme je le dis, on était dans une organisation assez urgente, il y avait quand même beaucoup de choses à reprendre. Donc là, cette année, en tout cas, on s'est plutôt lancé dans l'acoustique simple en lien, mais on n'a pas cherché encore des groupes qui seraient en lien avec la musique romaine, ce qui est assez compliqué, de ce que j'ai pu discuter avec le conservateur du musée, il me semble. Ouais, bon, ils sont très attachés aussi à l'histoire et à faire les choses correctement, à reproduire la réalité telle qu'elle l'était, donc je peux comprendre l'enjeu. Tout à fait. Jean-Samuel Guy,
il y avait un projet de création qui avait été créé en 2011, un projet qui mettait à l'honneur la création musicale régionale, qui mettait en avant aussi la production des artistes régionaux. Est-ce que ça, c'est tombé à l'eau? Alors oui, pour cette édition, on a laissé tomber ça parce qu'on a dû redémarrer tout ça justement un peu tard. On a essayé, puis on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué. Donc on a dit cette année justement reprendre des bases simples. L'important, c'est quand même la musique avant de se relancer dans un projet de création. Puis se lancer dans un projet de création pour se lancer dans un projet de création, pour aller chercher des subventions, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un vrai projet. En fait, on est déjà en train de travailler sur quelque chose pour 2023. Donc on a déjà des idées, mais c'était de nouveau un peu trop rapide pour faire ça en 2022. Ouais, alors je peux comprendre l'urgence et puis la complexité à relancer un événement après la période Covid, mais est-ce qu'aujourd'hui l'association se porte bien? Est-ce qu'il y a des difficultés? Comment est-ce qu'elle se porte? Alors, elle se porte bien, mais c'est, je vais être honnête, c'est un petit peu, justement, ces 2 ans de Covid, on est quand même à la base, la Fête de la musique, c'est une association d'associations. On est des membres qui venons de toutes les associations musicales de la région, donc on a déjà beaucoup de temps à investir dans nos associations respectives. Et puis, du coup, là, on met le temps qu'on peut dans la Fête de la musique. Donc oui, l'association se porte bien, mais on essaie justement de trouver des nouveaux acteurs. C'est à travers ça justement que on a contacté d'autres associations. Donc il y a 2 nouvelles associations qui nous rejoignent cette année pour s'occuper de la place des marronniers, qui sont les associations Check One Two et Novio, donc des nouvelles associations de la région. Et puis elles auront le plaisir de proposer une jam session qui sera ouverte à tous les Nyonnais, enfin toutes les personnes qui se présentent à la Fête de la musique de 11h30 à 14h à la place des marronniers. Ça va être vraiment un beau contexte magnifique. Ouais, du feu de Dieu, permettez-moi l'expression. Exactement. Pour mettre l'ambiance. Alors c'est vrai que la Fête de la musique, elle est indémodable dans toute la Suisse, mais elle arrive à Nyon pour la première fois en 1993. Vous étiez quelque part les pionniers. Aujourd'hui, c'est quoi l'identité de la Fête de la musique et c'est quoi son objectif ? Je dirais que son objectif aujourd'hui, c'est vraiment de promouvoir. Il y a la promotion de la musique au sens large. Voilà, le but, c'est vraiment que tous les musiciens puissent accéder à une scène le plus facilement possible, même s'ils n'ont pas encore eu la chance de, je dirais, monter un peu et de pouvoir enregistrer des albums et ce genre de choses. Et puis, nous, à travers justement l'association Fête de la musique, on essaie de mettre en avant les acteurs, tous les acteurs culturels de la région qui œuvrent pour la musique, que ce soit à travers justement des associations qui organisent des événements, des festivals comme les Hivernales, par exemple. Donc c'est vraiment le but de mettre aussi en avant tous ces acteurs qui se battent toute l'année pour pouvoir offrir des belles représentations au district. Ouais, une bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression que dans la région, en tout cas, les festivals se portent bien, entre guillemets, mais on voit ce regain aussi d'intérêt. En tout cas, ça vend. Est-ce que ça promet aussi pour la fête de la musique ? Oui, je pense que les gens, ils ont vraiment cette envie justement de refaire quand même la fête, de retrouver ça. Moi, j'ai eu la chance de faire justement les Hivernales, même à la fin de l'hiver, là, justement, et il y avait vraiment une ambiance de fou. On sentait que les gens, ils avaient envie. Et puis, c'est vrai que là, nous, la fête de la musique, avec cette possibilité aussi de mettre autant de musique à disposition gratuitement à l'ensemble de la population, je pense que ça va vraiment attirer du monde. Je pense que les familles seront aussi particulièrement contentes, justement, de pouvoir profiter de ça. Ouais, Jean-Samuel Guy, avant de vous laisser partir, est-ce qu'il y a peut-être un petit coup de cœur ou deux qu'on peut mettre en avant, même si on a envie de dire, mais venez à tout. Hein. Voilà, exactement, venez à tout. Puis surtout, j'aimerais pas que certains artistes soient jaloux de mes choix, mais forcément, j'ai quelques préférences. Mais moi, personnellement, j'ai une grande attente sur Haut Débit, qui est donc du hip-hop, qui va passer à l'Esplanade des Marronniers. Qui vient de Coppet. Voilà, exactement. Et puis, Cadeus, qui font plutôt électro, drum and bass, qui vont finir la scène, justement, Esplanade des Marronniers. Donc, je me réjouis. Et puis pour les amateurs plutôt métal, moi je conseille Blown, qui sont donc bien connus de la région aussi, et puis Wind Shelter, qui sont aussi excellents. Et sur scène, ils déboîtent vraiment pas mal. Donc ça vaut la peine, allez faire un tour là-bas. Ouais, vous pouvez aussi faire un tour sur le site internet, vous retrouverez toutes les informations. Jean-Samuel Guy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. N'hésitez pas donc à faire un tour sur place. Rendez-vous le 18 juin pour la fête de la musique. Il fait beau, il fait chaud. Que du bonheur. À demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.